En prenant la mer pour l'Australie depuis les brumes de Vancouver, il y a plus d'un siècle de cela, ni les passagers ni l'équipage du vapeur SS Warimo, solide navire de transport de 105 mètres de long, ne se doutaient de l'expérience étrange qu'allait leur faire vivre leur capitaine quelques jours plus tard, en plein milieu de l'océan Pacifique. Car par un tour de passe-passe astronomique, John D.S. Phillips allait, loin de toute terre émergée, délibérément amener leur navire à errer soudain dans un véritable entre-deux de l'espace-temps, en voyageant simultanément dans 2 siècles à la fois. Salut les terriens, on commence à se connaître un peu et vous vous demandez probablement quelle sorte de fables surnaturelles ont bien pu inventer les passagers de ce navire en posant enfin pied à terre à Sydney, une fable que l'on va se faire un plaisir de débunker maintenant. Mais je vous le promets, il n'y a pas d'entourloupe dans leur étrange histoire et le Warimo a bel et bien été dirigé volontairement par son capitaine de manière à voyager dans 2 siècles en même temps. Par quel tour de magie une telle chose est-elle seulement possible? Eh bien, vous vous en doutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Lorsqu'il sort des chantiers de Wallsend sur la rivière Tyne, au bord de l'Angleterre, en mai 1892, rien ne prédestine le SS Warimo, navire mixte destiné au transport de fret réfrigéré et de passagers entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à se faire remarquer pour des exploits surnaturels. Après une croisière inaugurale dans les fjords de Norvège et un convoyage à l'autre bout de la planète, il a d'ailleurs passé les 8 premières années de son exploitation commerciale sans se faire remarquer pour le moindre fait notable. D'abord assigné à des traversées de la mer de Tasmanie, il assure ensuite la ligne régulière Vancouver-Sydney pendant une vingtaine d'années. Parmi ses passagers les plus prestigieux, on trouve l'auteur à succès et humoriste Mark Twain, célèbre pour ses personnages de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, à l'origine des dessins animés du même nom. L'écrivain, laissé dans les années 1890 ruiné par ses déboires financiers, voyage à travers le monde dans l'espoir de trouver l'inspiration. Il rédigera sur la route l'une de ses dernières œuvres, Following the Equator, et c'est d'ailleurs à bord du SS Warimo que cette image de lui contemplant pensivement la mer a été prise, image qui servira de couverture à son livre. Le Warimo poursuit donc paisiblement ses allers-retours jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Lorsque le conflit éclate, le paquebot est converti en transport de troupes, et c'est en particulier lui qui a acheminé l'unique bataillon de Maoris à avoir pris part au combat en Europe, une troupe de 2200 volontaires indigènes envoyés depuis la Nouvelle-Zélande pour se battre aux côtés des soldats du Commonwealth, notamment pendant la bataille d'Arras et celle de Somme. Ce sont eux que l'on voit ici faire un haka en uniforme sous le regard impassible de quelques blancs endimanchés, sûrement assez peu habitués à ce genre de spectacle. La carrière navale du Warimo prendra fin en mai 1918, après 26 ans de bons et loyaux services, alors qu'il se trouve affecté au transport de troupes de Bizerte en Tunisie vers la France. Abordé au large de l'Algérie à la suite d'une fausse manœuvre par le contre-torpilleur français Catapulte, la collision désarime sur le bateau français une série de charges explosives qui se déclenchent en tombant à l'eau, perçant sur le coup les 2 coques et coulant les 2 navires en même temps. Un bateau qui, jusque-là, ne présente rien de très étrange, je vous l'accorde. Enfin, sauf pour l'une de ses traversées, pourtant à première vue anodine, et qu'il est grand temps que je vous raconte. Nous sommes en décembre 1899, lorsque le SS Warimo quitte le port de Vancouver au Canada pour l'Australie. Une traversée du Pacifique de part en part, du nord-est au sud-ouest, soit plus de 12 000 km, l'une des plus grandes lignes droites que l'on puisse faire au monde sans toucher terre. Et géographiquement, cette traversée a une particularité originale que vous voyez ici. Elle passe précisément au croisement de ces 2 lignes en pointillés, et c'est à cet endroit que tout se joue. La première de ces lignes, je ne vous la présente pas plus en détail, c'est l'équateur, le cercle virtuel à égale distance entre les 2 pôles, celui qui délimite l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Enfin bref, c'est l'équateur. La seconde, il faut peut-être que je vous en parle un peu plus en détail. Cette ligne brisée en plein océan qui relie un peu tortueusement la mer de Bering à l'Antarctique, c'est la ligne de changement de date. Celle-ci, contrairement à l'autre, est une ligne arbitraire, elle a été choisie en tant que convention et ne correspond à aucune réalité physique particulière autre que d'aller du pôle Nord au pôle Sud. Mais alors pourquoi existe-t-elle cette ligne ? Pourquoi a-t-on ainsi besoin de couper l'océan en 2 en décrétant que nous ne sommes pas le même jour de chaque côté ? Eh bien, imaginez une petite expérience. Vous partez de Villiers-sur-Mer en Normandie un lundi midi à bord d'un jet ultra rapide en direction de l'ouest. Il est tellement rapide en fait qu'on va considérer pour se simplifier la vie qu'il se téléporte instantanément. Eh oui, hein, c'est ma vidéo, j'ai le droit d'avoir une machine à téléporter. Laissez-moi fantasmer un petit peu, ok ? Bon, bref.
Vous le savez, en allant vers l'ouest, vous subissez tous les 15 degrés de longitude un décalage horaire d'1 heure. D'un point de vue astronomique, cela signifie qu'à chacun de ces méridiens espacés de 15 degrés, les habitants voient chaque jour le soleil se lever et se coucher 1 heure plus tard que les précédents. C'est le fameux jet lag ou décalage horaire des voyageurs, et je pense que jusque-là vous me suivez. Pour vous qui avez quitté Villiers-sur-Mer à midi, lorsque vous avez progressé d'un fuseau, il est donc 11h, puis au suivant 10h, puis 9h, etc. Et comme vous voulez vous conformer à l'heure locale, vous reculez votre montre d'1 heure à chaque fois. Lorsque vous arrivez à l'exact opposé du monde, il est donc minuit, ce même lundi matin. Très bien. Mais à partir de là, ça se complique, car si vous continuez sur la même logique, 15 degrés plus loin, il est donc 23h le dimanche, puis 22h, et lorsque vous vous retrouvez à votre point de départ, votre montre indique midi le dimanche, alors qu'autour de vous, tout le monde sait très bien qu'on est lundi. Et ouais, désolé Superman, mais non, on ne peut pas remonter le temps juste en tournant très vite autour de la Terre. Pour remédier à ce paradoxe, on a donc décidé d'un méridien au niveau duquel on devra, en le franchissant, ajouter ou enlever une journée. Ainsi, les voyageurs autour du monde éviteront de rentrer chez eux systématiquement avec une journée de décalage dans leur calendrier. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs précisément ce qui est arrivé aux marins survivants de la Victoria, partis en 1519 avec Magellan pour la première navigation autour du monde, et qui après 3 ans d'aventure maritime intense, 4 bateaux et la plupart des hommes perdus en route, sont rentrés en Espagne avec une journée de moins sur le calendrier que ceux restés sur place. Un détail qui a dû être expliqué en personne au pape, qui avait du mal à accepter une telle étrangeté. Bref, cette ligne de changement de date, puisqu'on est libre de la mettre où on veut, il vaut mieux la placer là où ça dérangera le moins de monde possible. Bah ouais, parce que je vous laisse imaginer le bazar, si elle traversait Paris de part en part, à l'ouest on serait dimanche et à l'est lundi. Et à chaque fois qu'on prendrait un rendez-vous, eh bien il faudrait vérifier si c'est avec quelqu'un de l'est ou de l'ouest pour ne pas venir la veille ou le lendemain. En bref, on n'a pas fait ça comme ça. Cette ligne, on a préféré la faire passer là où il se trouve le moins de monde possible, à travers le plus grand désert humain de toute la planète, j'ai nommé l'océan Pacifique. Et justement, ça tombe bien parce que ce Pacifique, il est à l'opposé parfait de la référence des longitudes, le point zéro du décalage horaire, le méridien de Greenwich. Bref, il a suffi de décréter que le méridien opposé, celui des 180 degrés, était la ligne de partage des dates au niveau de laquelle on rajoute ou on enlève un jour suivant dans quel sens où l'on la passe, et le paradoxe du voyageur autour du monde a disparu. Enfin, il a suffi, c'est une façon de parler. Et oui, vous avez sûrement remarqué que cette ligne n'est pas exactement toute droite du nord au sud. Et non parce que, comme on l'a vu avant, faire passer une ligne de changement de date au milieu d'une ville ou même d'un pays, ce n'est pas franchement pratique. On a donc au nord ce petit zigzag pour éviter de traverser la pointe est de la Russie, et plus au sud, un certain nombre de virages pour ne pas couper en deux les différents états archipels de Polynésie, en particulier les Kiribati et les îles de la ligne, qui lui font pousser ces espèces de champignons sur le côté. Parce que si de loin ça a l'air tout bleu, en zoomant, eh bien on se rend compte que c'est blindé de petites îles ce coin-là. A noter aussi qu'il est arrivé que certains pays historiquement liés à un côté de la ligne décident d'eux-mêmes de changer de bord. Par exemple, les Philippines, découvertes et annexées par les Espagnols, avaient vu leur calendrier chrétien naturellement calqué sur celui de leurs colons qui, venant de l'Est, étaient restés sur leur décompte des jours depuis l'Espagne, plaçant virtuellement les Philippines à droite de la ligne. Mais avec le développement de leurs intérêts commerciaux avec l'Asie continentale, les Philippins ont fini par trouver qu'il n'était pas vraiment pratique d'avoir un jour d'écart avec leurs interlocuteurs les plus proches. Et ils ont donc, en 1844, décidé de supprimer purement et simplement la journée du 31 décembre pour faire d'un coup basculer leur pays de l'autre côté. Bref, pour en revenir à notre affaire, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la ligne verticale qui se trouve sur le chemin du Waremu est précisément celle au niveau de laquelle il devra, en la franchissant dans ce sens, faire un bond en avant dans le calendrier. Mais pour comprendre un peu mieux ce qui est passé par la tête de John Phillips, il faut aussi vous préciser la date des événements. Parti autour du 20 décembre 1899 de Vancouver, nous sommes à présent le 31 décembre lorsque l'officier de navigation vient trouver son capitaine pour lui signaler leur position. 0 degré 31 minutes nord pour 179 degrés et 30 minutes est. Et le capitaine se tourne alors vers son second, un dénommé Baildon, pour lui demander « Vous savez ce que ça signifie ?» Et le second, qui a parfaitement compris, lui répond « Nous sommes à quelques miles nautiques seulement de l'intersection entre l'équateur et la ligne de changement de date. » Pour le capitaine, qui a un certain sens de l'humour, il y a là l'occasion de réaliser un coup qui ne manque pas de panache. Il fait donc ajuster le cap et ralentir légèrement les machines pour réduire sa vitesse.
Comme il s'agit d'être précis, toutes les 3 heures, il demande des confirmations de sa position à son officier pour affiner sa trajectoire, puis il finit par immobiliser son navire en pleine mer, aidé par des conditions de vent clémentes. Il est minuit, les soirs du 31 décembre 1899, et le bateau est positionné ainsi. Centré sur l'intersection entre l'équateur et la ligne de changement de date, la proue vers le sud-est et la poupe vers le nord-ouest. Dans cette position, l'arrière du bateau se trouve donc dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire en hiver, et l'avant dans l'hémisphère sud, en plein été austral. Mais ce n'est pas tout, car si vous avez suivi ce que je vous ai raconté juste avant, vous savez maintenant vous aussi ce que ça signifie en termes de date. À minuit, l'avant du bateau, situé à l'est de la ligne, se trouve encore le 31 décembre, tandis que l'arrière, à l'ouest, est déjà le 1er janvier. Le bateau est donc à la fois à cheval sur 2 jours et sur 2 années, puisqu'on parle de la nuit du réveillon. En fait, il se trouve même à cheval sur 2 siècles, puisque comme on vient de le dire, nous sommes précisément le 31 décembre 1899, et on s'apprête à entrer de plein pied dans le XXe siècle. À cet instant, le SS Warrimoo a donc réalisé l'exploit, assez opportuniste il est vrai, de naviguer à la fois dans 2 saisons, 2 jours, 2 mois et 2 siècles simultanément. Et voilà comment débutait l'article qui rapportait l'histoire en 1942 dans les pages de l'Ottawa Journal. Un navire peut-il se trouver à 2 endroits en même temps? Sous certaines conditions, la réponse est oui. Le capitaine John Duty Sadney Phillips est le capitaine qui a réussi cet inhabituel exploit de navigation. Et il s'achevait en faisant remarquer, sur de toute évidence, que les passagers du Warrimoo étaient les premiers humains à avoir salué l'arrivée du nouveau siècle. Une bien belle histoire faite d'humour, de hasard et de navigation sous les tropiques, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je ne vais pas tellement avoir d'autre choix que de finir en jouant les rabat-joie. Et oui, c'est comme ça, je prends le mauvais rôle moi-même, sinon je sens qu'il y en a certains qui vont me faire la remarque en commentaire. D'abord parce que le récit de cette traversée unique en son genre n'a pas été publié dans l'Ottawa Journal avant 1942, soit 42 ans après les faits. Alors pourquoi un tel délai, et quel événement a fait ressurgir si tard les exploits du Warrimoo? Il y a en effet de quoi se poser des questions. Mais surtout, même sans remettre en cause la bonne foi des conteurs, il faut se souvenir qu'au moment des faits, en cette fin de 19e siècle, ou début de 20e, je vous laisse choisir, les moyens de navigation n'étaient pas encore vraiment ce qu'ils sont aujourd'hui. De nos jours, placer son véhicule sur un point de la carte avec une précision de quelques dizaines de centimètres ne pose absolument aucun problème, nos GPS sont en effet largement capables de ce genre de performance, et un capitaine moderne n'aurait qu'à enregistrer sa trace sur un mappemonde numérique pour prouver qu'il a effectivement fait chevaucher à son bateau les 2 lignes à la fois à l'instant voulu. Mais il y a un siècle, il n'y a pas de satellite en orbite, ni de moyens électroniques de pointe, les relevés de position se font encore au sextant en mesurant la hauteur du soleil, ou de certaines étoiles sur l'horizon. Et même avec le meilleur des outils disponibles à l'époque, il n'était clairement pas possible de connaître une position au large avec une précision suffisante. En particulier, déterminer sa longitude, c'est-à-dire sa situation selon la direction est-ouest, demandait de connaître l'heure exacte de la mesure. Les navires embarquaient donc des horloges aussi précises que possible, qu'ils recalaient régulièrement d'après un signal radio, mais pour vous donner un ordre de grandeur de la sensibilité de la méthode, au niveau de l'équateur, une imprécision d'1 seule seconde sur la mesure de longitude implique mathématiquement une erreur minimale d'environ 500 mètres, soit 5 fois plus que la longueur du Warrimoo. Donc globalement, tout cumulé, les erreurs de navigation loin de tout repère terrestre étaient plus fréquemment de l'ordre du kilomètre. Par conséquent, les chances pour qu'à minuit pile en plein Pacifique, le capitaine Phillips ait effectivement réussi à positionner précisément son navire en diagonale à l'intersection des lignes comme il en avait l'intention, sont donc malheureusement extrêmement faibles. Mais ne laissons pas gâcher une belle histoire par des considérations trop pragmatiques, et c'est plus le geste original du capitaine John Phillips que sa parfaite réalisation qui est à saluer ici. La légende du SS Warrimoo reste et restera d'être, jusqu'à présent en tout cas, l'unique navire à avoir délibérément navigué dans 2 saisons, 2 jours, 2 mois, 2 années et 2 siècles en même temps, sans le moins du monde amocher les lois de la physique. Et si vous voulez mon avis, une telle légende, surtout quand en la racontant, elle permet innocemment de transmettre quelques concepts astronomiques, se suffit largement à elle-même. Mais je vous laisse me donner votre avis en commentaire, bien entendu. Et voilà les terriens, nous voilà arrivés au bout de cet épisode. J'espère que cette petite croisière océanique à la croisée des siècles vous a plu. N'oubliez bien sûr pas le pouce, l'abonnement, la cloche, pour ceux qui n'ont jamais fait, eh bien c'est le moment. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite. Ciao les terriens!